Toi, Laurent, bonjour à Impeccable. tous. Bonjour à tous. Merci d'être présents à ce webinaire. Je suis Clémentine Chauveau, animatrice de la délégation HR Entrepreneur Auvergne-Rhône-Alpes, et Béatrice, qui est également ici, que je vais laisser se présenter. Oui, donc Béatrice Dugas, donc moi je suis stagiaire chez HF Entrepreneur et donc j'interviens sur tout ce qui est mise en relation des entrepreneurs avec les bénévoles. Donc aujourd'hui je serai là en tant que facilitatrice, notamment pour rassembler toutes vos questions. Voilà, donc, alors pourquoi on vous propose ce webinaire? Alors, on sait que voilà, vous êtes nombreux à vous poser la question du statut, quel statut vous allez choisir pour votre création d'entreprise. C'est une question complexe à laquelle voilà, on a souvent beaucoup d'informations d'ordre juridique. Et l'objet de ce webinaire, c'est vraiment de vous donner les bases pour le choix de ce statut. Et vous posez aussi également des questions sur comment je choisis mon statut en fonction de ma situation de handicap. Comment est-ce qu'on fait en fait quand on est entrepreneur en situation de handicap pour bénéficier du meilleur statut. C'est tout l'objet de notre webinaire. Alors, je vais présenter voilà un petit peu le déroulé de notre webinaire. On va commencer avec Laurent Huzel, que je laisserai se présenter, par une étude comparative et synthétique des 3 statuts juridiques phares qui sont l'entreprise individuelle, la SARL et la SAS. Nous allons ensuite dérouler avec quel est le possible cumul qu'on pourrait avoir avec des aides en parallèle avec une création d'entreprise. On abordera également le statut TIH avec Olivier Arnaud Blanchard qui nous rejoindra un peu plus tard. Donc Olivier Arnaud Blanchard qui est fondateur dirigeant de TIH Business. Et ensuite, on passera avec 15 minutes de questions-réponses pour vous éclairer au mieux. Pour les règles du chat, alors je vais laisser Béatrice nous présenter un petit peu les règles concernant le chat et les questions-réponses. Oui, alors donc je vous invite en fait à poser vos questions dans l'onglet Q&R, donc dans votre barre justement d'écran. Et on va réserver plutôt l'onglet Converser, donc le chat pour toutes vos interactions, vos réactions lors du webinaire. Ce sera aussi plus simple du coup pour rassembler toutes les questions qui seront donc après, on pourra y répondre en fin de session. Voilà, donc vous l'avez peut-être compris, ce sujet est assez technique. Pour cette raison-là, on va aborder plutôt des questions généralistes dans ce webinaire. Et si vous avez des cas très particuliers, alors bien sûr, vous pouvez nous en faire part, mais vous pourrez aussi vous pourrez également envoyer un mail direct à Laurent Huzel. On vous transmettra son adresse mail dans le chat, qui pourra répondre un peu a posteriori de ce webinaire si vous avez des questions. Donc bénévolement pour un avis consultatif, pour vous apporter des conseils. Et par contre, s'il s'agit d'une étude de cas approfondie, ça fera l'objet d'une facturation, enfin, d'une prestation de service. Donc, ça sera plus un apport bénévole. Enfin bon, en tout cas, ce webinaire est là pour apporter déjà un regard généraliste sur des questions voilà, d'ordre sur les statuts. Et puis, puisque le sujet est complexe, pour vous permettre une bonne compréhension du sujet, on vous transmettra également à l'issue de ce webinaire un compte-rendu qui sera brillamment retranscrit par notre chère Élise, qui se reconnaîtra. Et voilà, qui vous permettra de simplement être bien concentré sur ce qu'on va dire, parce qu'il va y avoir beaucoup d'informations et vous pourrez relire donc toutes les informations dans un compte rendu qu'on vous enverra a posteriori. Voilà, j'en profite pour présenter également, pour remercier nos partenaires, TH Conseil, la région Auvergne-Rhône-Alpes, AG2R La Mondiale, Entrepreneurs et Plus, la Fondation Entreprendre. Et je laisse tout de suite se présenter Laurent Huzel, donc fondateur et dirigeant de le cabinet d'expertise comptable A1B1 Consulting. Laurent, si tu veux nous parler un petit peu de ton activité. Oui, bonjour à tous. Laurent Huzel, je suis expert comptable. Je vais essayer de répondre à vos questions au maximum aujourd'hui.
en vous présentant les différentes formes, les principales formes juridiques qu'on a, avec les problématiques à la fois juridiques, fiscales et comptables. Et puis, en espérant que ça puisse vous éclairer au maximum pour faire les meilleurs choix pour vous. Le cabinet Super. est à Donc, votre avis. super. Donc là, on va être assez limité dans le temps, donc on va être très Mhm. synthétique. On a, allez, 15-20 minutes pour parler vraiment pour dérouler les bases qu'on doit connaître sur les statuts. Et voilà. Est-ce que tu peux, Laurent, nous expliquer déjà quelles sont les grandes questions à se poser quand on veut définir son statut d'entreprise? Donc, c'est vrai qu'effectivement, la première question qui se pose quand on va créer sa société, c'est quelle va être la forme juridique qu'on va retenir. Pour ça, effectivement, il y a plein de questions ou de sous-questions qui vont apparaître, à la fois des problématiques juridiques, fiscales et sociales, et puis après, effectivement, des problématiques liées à la situation personnelle de la personne. C'est pour ça qu'on y reviendra aussi dans un deuxième temps, pour pouvoir optimiser toutes ces problématiques. Ce qu'on va faire pour essayer d'y répondre, on va d'abord regarder l'entreprise individuelle, le régime qu'on appelle micro et réel, avec un tableau comparatif où je vais vous expliquer les différents enjeux. Et après, on partira sur les formes plutôt traditionnelles de société, SAS, SARL. Et suivant les thèmes, vous allez vous apercevoir que chaque société, chaque forme juridique va répondre à un besoin spécifique. Donc, il n'y a pas une réponse, je dirais, théorique, standard pour tout le monde. Chaque cas est unique. Et c'est pour ça que je vais juste vous donner les outils et vous sensibiliser à différentes problématiques, aux différentes situations qu'on peut avoir. Ce sera après à vous, en toute connaissance de cause, de choisir. Voilà, donc c'est vraiment un cas très particulier. Enfin, chaque cas est particulier. Ben, écoute, Laurent, on te laisse un petit peu nous expliquer, voilà, les grandes tendances, ces trois grands statuts, ces trois grandes familles de statuts. Donc, l'entreprise individuelle, la SARL et la SAS. Je te laisse la parole. Alors, on va commencer par l'entreprise individuelle. Donc, l'entreprise individuelle, c'est le premier régime. C'est vraiment la chose la plus facile à faire, finalement, avec le moins de contraintes. La particularité, donc il y a deux grands régimes. L'entreprise individuelle, le régime qu'on appelle le micro, et l'entreprise individuelle au réel. Donc, je vais redescendre un petit peu quelques thèmes et à chaque fois, on va faire un comparatif. Pour faire simple, l'entreprise individuelle qu'on appelle la micro-entreprise, c'est ce qu'on appelait autrefois l'auto-entreprise. Donc, le statut d'auto-entrepreneur que tout le monde connaît. Donc, grosso modo, l'entreprise individuelle, ce qui est important de savoir, c'est que vous avez le statut de travailleur non salarié. Donc, travailleur non salarié, ça veut dire qu'on n'est plus salarié comme vous avez pu l'être dans votre carrière, vous êtes vraiment un indépendant. Donc ça, c'est une première chose qui n'est pas négligeable. Ensuite, il y a un point aussi qui est très important. Contrairement aux sociétés, en entreprise individuelle, le patrimoine personnel et professionnel est confondu. Donc ça, c'est quelque chose, il faut bien le savoir. Contrairement à la société professionnelle SAS, SARL, le patrimoine de la société sera distinct du patrimoine personnel. En entreprise individuelle, on va pouvoir tout mélanger. Concrètement, ça veut dire que si vous avez des fournisseurs, des débiteurs à qui vous devez de l'argent via votre société, il n'y a plus de séparation du patrimoine. Ce qui veut dire qu'on peut se retourner contre vous personnellement. Donc ça veut dire que vous engagez finalement le patrimoine personnel au-delà du simple engagement à hauteur des capitaux. Donc ça, c'est une première chose. Au niveau des cotisations sociales, donc ça, c'est un sujet qui est important, l'aspect social. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous cotisez également à la retraite et à la maladie, suivant les cas, mais pas au chômage. Donc ça, c'est un détail, mais c'est important de le savoir. Il faut en avoir conscience. Il y a aussi le niveau de la TVA. Donc la TVA, en général, quand on est en société, on est soumis à TVA, sauf cas exceptionnel. En entreprise individuelle, par définition, si vous êtes en micro, il n'y a pas de TVA. Par contre, en réel, même chose que pour les sociétés, sauf vous êtes en dessous des seuils, vous cotisez à TVA ou pas. C'est vrai que la TVA, c'est quelque chose de contraignant, donc effectivement, ça va vous obliger à avoir un suivi et d'être accompagné par un professionnel, ou d'être capable, vous-même en interne, de faire votre suivi comptable pour pouvoir collecter et déduire la TVA. Donc, il y aurait des contraintes de suivi administratif. Au niveau des charges sociales, donc ça, c'est un point qui est important. On en a parlé tout à l'heure, quand vous êtes en micro.
Donc, le micro, ça veut dire que vous déclarez finalement votre chiffre d'affaires tous les trimestres. Concrètement, si vous déclarez 100 euros de chiffre d'affaires, vous allez payer 13 euros de charges sociales à la fin du trimestre. Donc ça, c'est pour ce qu'on appelle les activités de vente. Et les activités de prestation de service, c'est 22%. Là, il faut savoir que c'est intéressant parce qu'au contraire, si vous basculez en entreprise individuelle ou réelle, donc là, c'est plutôt un petit peu le régime des sociétés, vous allez payer des charges sociales sur vos revenus. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose de clair, mais c'est important de le préciser. D'un côté, je suis en micro, je paye mes charges sociales sur mon chiffre d'affaires. Donc, je ne peux pas, c'est-à-dire que si je fais 100 euros de chiffre d'affaires, même si j'ai dépensé 100 euros de charges, on n'en tient pas compte. On paiera les charges sociales sur le chiffre d'affaires. À l'inverse, si vous êtes en entreprise individuelle ou réelle ou en société, on ne paiera les charges sociales que sur les revenus que vous allez prendre. Donc ça, c'est une subtilité qui est très importante de bien comprendre. C'est qu'en micro-entreprise, vous êtes imposé de plein pot sur le chiffre d'affaires, quelles que soient les charges de structure que vous avez. Voilà, une première chose. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est être au réel, en fait? Qu'est-ce que tu appelles le réel? Alors, qu'est-ce qu'on appelle le régime réel? C'est le régime qu'on a quand on est en société. Ça consiste à déclarer réellement son chiffre d'affaires et l'intégralité de ses charges. Donc, en fait, c'est le travail que va faire l'expert comptable, que vous allez faire en interne. Vous allez devoir récupérer toutes vos factures de vente pour trouver votre chiffre d'affaires. Et à partir de toutes les charges de l'entreprise, donc ça veut dire les factures fournisseurs, vos achats, ça peut être les charges d'expert comptable, les honoraires de l'avocat, les frais pour immatriculer, les honoraires de l'assurance, par exemple, puisque vous avez une responsabilité civile. Tous ces frais-là, ils vont venir s'imputer sur le chiffre d'affaires et ça va générer un résultat. À partir de ce résultat-là, vous allez faire le choix de vous rémunérer ou non, si ça marche bien. Si ça marche bien, c'est seulement sur le revenu que vous allez prendre que vous paierez des charges sociales. Autrement dit, en micro-entreprise, si votre société n'est pas rentable, vous payez quoi qu'il arrive des charges sociales sur le chiffre d'affaires. Au réel, si vous n'êtes pas rentable, vous allez sûrement faire le choix de ne pas vous rémunérer, forcément. Et dans ce cas-là, vous n'aurez pas de charges sociales à payer. Ça, c'est une chose. Et ce point-là aussi, il est important, mais peut-être qu'on l'abordera après. C'est par rapport au système d'aide. Je ne sais pas si on peut faire une petite parenthèse, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour les aides, par exemple l'AH, celle que je connais le mieux, on va dire, on déclare ses revenus tous les trimestres. Donc, il faut bien comprendre que quand vous êtes auto-entrepreneur, vous payez vos charges sociales sur le chiffre d'affaires, même si l'activité ne génère pas de résultats, n'est pas bénéficiaire. Dans tous les cas, vous payez l'URSSAF, vous payez le régime des indépendants. Donc, ça va venir baisser encore votre performance, forcément. À l'inverse, si vous êtes en société ou en entreprise individuelle réelle, vous allez pouvoir faire le choix, l'arbitrage de ne pas vous rémunérer et donc de ne pas payer de charges sociales et de ne pas appauvrir davantage l'entreprise. Ça, c'est quelque chose qui est important. En cascade, le fait de ne pas prendre de rémunération, vous n'aurez pas de lissage de votre AH. Parce que, par exemple, vous savez très bien que les aides qu'on peut avoir, que ce soit le chômage, l'AH en général, sont conditionnées à des conditions de ressources. Donc, chaque ressource, il y a des plafonds qui sont différents. Mais le fait de déclarer du chiffre d'affaires en micro-entreprise va forcément impacter les aides que vous aurez. Donc, dès que vous allez dépasser des plafonds, dès que vous allez commencer à gagner de l'argent, forcément, vos aides vont diminuer. L'avantage du réel et des sociétés, c'est que vous allez pouvoir, au démarrage d'entreprise, par exemple, ne pas vous rémunérer, mais progressivement capitaliser sur le développement de l'entreprise pour permettre de ne pas toucher à vos aides. On reviendra peut-être un petit peu dessus, mais c'est des petites subtilités importantes. Je ne sais pas si… Voilà, donc j'essaie de résumer. Hein, donc, on a, de toute façon, il va falloir payer des charges sociales en fonction des revenus. Et si on n'a pas de revenus de l'activité, on aura donc plus intérêt à donc se mettre au réel pour ne pas être forcément rémunéré tout de suite et donc ne pas payer de cotisations sociales tout de suite. Tout à fait, C'est bien exactement. ça? Tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup le lien entre enfin, les grands avantages et les grandes caractéristiques donc
la micro-entreprise donc de sociétés, donc SAS, SARL. Je te laisse. Alors, je vais revenir effectivement encore sur l'entreprise individuelle, puisque là, on a parlé que des charges sociales dans un premier temps, mais il y a aussi la fiscalité. Et là, on va enfoncer le clou encore un petit peu, sinon ce serait trop facile. Au niveau fiscal, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand vous êtes en micro-entreprise, vous êtes imposé donc, sur votre revenu, mais vous allez prendre un pourcentage du chiffre d'affaires qui va correspondre à vos charges. Donc, grosso modo, ils vont considérer que vous avez, je n'importe quoi, par exemple pour les ventes, ça va être 71%. Ça veut dire que vous avez une décote. Pour la prestation commerciale, 50, et pour les prestations libérales, 34. Donc, pour faire simple, vous allez payer de la fiscalité sur un régime qui sera imposé d'office. Donc, en fait, on ne parle pas de charges réelles. Quoi qu'il arrive, vous payez de l'impôt par rapport à un barème qui vous est imposé. Donc, ça, c'est le régime micro. En revanche, le régime réel, entreprise individuelle réelle, mais finalement, il ressemble aux sociétés. Là, par contre, vous n'allez payer de la fiscalité sur le résultat que sur le résultat réel. Donc, en fait, on va prendre le chiffre d'affaires d'un côté et on va retrancher les vraies charges que vous avez. Donc, finalement, vous ne payez de l'impôt que si vous gagnez de l'argent. Ça, c'est important de bien le comprendre. Mais en général, une activité est toujours rentable, par définition. Mais c'est vrai que si on est en phase de démarrage et qu'on est, par exemple, en phase d'investissement, il se peut que des fois, la première année, on ne soit pas rentable. C'est ce qui arrive souvent. Dans ce cas-là, la micro-entreprise ne vous permettra pas de pouvoir, entre guillemets, ne pas payer ni de charges sociales, ni d'impôts, parce que vous avez beaucoup de frais pour démarrer l'activité. Vous allez forcément payer dès le premier euro de chiffre d'affaires. Ça, c'est une subtilité qu'on peut développer. Donc, est-ce que tu peux nous dire, par exemple, si on a un entrepreneur qui veut monter, par exemple, une entreprise tout seul, qui souhaite peut-être démarrer d'ici un an ou deux, qui n'a pas encore de vrais revenus de son activité, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Alors, après, ça n'engage que moi. Je pense que, alors, il faut voir la situation de la personne, mais si elle est par exemple inscrite à Pôle emploi ou qu'elle a déjà des aides aujourd'hui, moi je pars du principe que s'il y a déjà une situation avec des revenus un petit peu confortables, il faut, si on est entrepreneur, on prend son projet. En France, on a beaucoup de chance et qu'il y a beaucoup d'aides pour le démarrage. Donc, je pense sincèrement que si on crée une société et qu'on fait le choix, par exemple, de ne pas se rémunérer par la première année, qui peut être un choix volontaire, on va optimiser la société en ne payant les impôts que ce que on va réellement gagner. Et tout ce qu'on va mettre de côté, c'est ce que j'appelle capitaliser sur le développement de l'entreprise. On va permettre à l'entreprise de gagner en trésorerie la première année, ce qui va lui permettre de faire les investissements, de pouvoir se rémunérer plus confortablement dès qu'on aura franchi un certain palier. L'idée, c'est de se dire, aujourd'hui, par exemple, si j'ai un revenu, je suis à Pôle emploi, je gagne, par exemple, 2 000 euros par mois. La première année, je ne me rémunère pas dans l'entreprise. Je fais 100 000 euros de chiffre d'affaires. J'ai, par exemple, 50 000 euros de charges. Eh bien, ces 50 000 euros de résultats, je vais payer de l'impôt dessus. Je ne me suis pas rémunéré, c'est volontaire. Donc, après impôt, n'importe quoi, ça fait 40 000. Eh bien, je vais les laisser dans mon entreprise et ça va me permettre de pouvoir la faire grossir, d'investir, de faire de la publicité, du marketing et de pouvoir l'année suivante sûrement mieux me rémunérer avec une meilleure situation. Mmh. Alors, rapidement, on va passer sur, si ça te dérange pas, Laurent, on a encore 5 minutes. Est-ce que tu peux nous expliquer la relation avec la SARL, la SAS, enfin, les avantages et les inconvénients de ces autres statuts? Tout à fait. Alors, grosso modo, entre SAS et SARL, la grosse différence, c'est au niveau de l'aspect social. Donc, en SARL, nous allons être ce qu'on appelle un travailleur non salarié. On va être gérant. Ce qui veut dire que je vais être indépendant, donc rattaché au régime social des indépendants, et je ne vais cotiser qu'à ce régime. Donc, pour faire simple, si je gagne 100 euros, ça va coûter à peu près 45 euros, 45%. Si je suis en SAS, je suis ce qu'on appelle président. Si je suis président, je suis assimilé salarié.
Et là, par contre, je vais avoir le même régime que les salariés. Et donc, je vais avoir des bulletins de paye. L'inconvénient du bulletin de paye, c'est que c'est un peu plus cher en charges sociales. Si je prends 100 euros, il faut compter 90 euros à peu près de charges sociales. Donc, en fait, entre les deux régimes, il y a une différence énorme au niveau du poids des charges sociales. Après, souvent, ce qu'on entend, c'est mais est-ce que je vais avoir la même couverture? Finalement, j'ai besoin d'avoir une bonne mutuelle. J'ai souvent des soins médicaux. Alors moi, je suis malentendant, j'ai une très bonne couverture ORL. Bon, bah, qu'est-ce que je fais? Je suis expert comptable, je suis en SARL. Donc, je paye 45% de charges sociales, mais par contre, j'ai pris ce qu'on appelle des contrats Madelin. Ça, c'est des contrats qui sont volontaires et je vais voir un assureur de mon choix et je cotise volontairement, donc ça va me coûter 2 000, 3 000, 1 000 euros à hauteur de mes besoins. Et là, finalement, on se rend compte qu'on peut avoir rapidement des très bonnes couvertures et se couvrir parfois même mieux que le régime salarié. Mais ça, il faut être prudent, il faut toujours faire un comparatif au cas par cas. Donc, ça nécessite toujours peut-être dans ces cas-là, une expertise comptable de toute façon pour bien comprendre le cas personnel, le cas particulier. Donc, pareil, j'imagine que vous avez toutes et tous des questions très, très précises. Pour ça, on vous invite à les poser et à les poser peut-être aussi à Laurent. Je vais rappeler aussi l'adresse mail de Laurent dans le chat. Donc vous pouvez poser vos adresses précises si vous en avez. J'arrive. Je vais Moi, y arriver. j'ai un petit listing de questions-réponses fréquentes que je peux vous mettre. Par exemple, souvent, on me pose la question, le montant du capital. C'est vrai que c'est quelque chose qui fait peur. Quand on crée une société, on va mettre un capital social dans l'entreprise. On a toujours peur de perdre cet argent. Ben, finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas de montant minimum. Donc ça, déjà, c'est une première réponse. Quand on crée une société, on peut mettre 1 euro comme on peut mettre 100, voire 1 000 euros, voire plus. Après, il y a des gens qui se posent la question aussi, je vais créer ma société, mais quelle est la différence entre le capital et le compte courant d'associé? Donc ça, c'est une subtilité qui est importante. C'est que le capital social qu'on va apporter dans l'entreprise, c'est de l'argent qui, par définition, sera bloqué et appartient à l'entreprise. En revanche, l'argent qu'on va apporter en tant qu'associé, en compte courant d'associé, c'est de l'argent qui restera disponible. Donc ça, c'est une subtilité à avoir parce qu'imaginons que vous avez un budget de 10 000 euros pour investir dans votre entreprise, vous n'êtes pas obligé de mettre 10 000 euros en capital social. Et ça, c'est un arbitrage que vous ferez au moment de la création. D'accord. Alors, est-ce que tu as autre chose, donc, Laurent, est-ce que tu veux nous dire autre chose sur les avantages et les inconvénients de ces trois grands, est-ce que tu peux nous faire en fait un résumé de ces trois grands statuts? Alors, le premier avantage de la micro-entreprise, auto-entrepreneur qu'on appelait avant, c'est que pour moi, c'est un régime qui permet de démarrer sans risque. C'est plus pour quelqu'un qui est à la retraite, par exemple, qui veut développer une petite activité un jour par semaine, histoire d'avoir un petit complément. L'inconvénient majeur, c'est qu'il n'y a aucune optimisation, en fait. C'est-à-dire que dès le premier euro de chiffre d'affaires, vous allez payer les charges sociales et la fiscalité. Donc, en termes de gestion, c'est pas terrible. Voilà. Ensuite, l'entreprise individuelle réelle, l'avantage, c'est que vous avez un régime qui va se rapprocher des sociétés. L'inconvénient, si vous n'avez pas opté pour l'impôt pour les sociétés, c'est que vous êtes soumis à l'impôt sur le revenu. Donc celui-là, c'est parce que c'est un barème progressif qui est assez virulent, donc il n'est pas forcément optimal. Après, il y a les sociétés. Donc les sociétés, l'inconvénient que vous avez, c'est que vous allez avoir ce que j'appelle des frais administratifs de suivi. Donc c'est soit vous avez des compétences en interne avec un comptable, etc., et vous savez faire. Après, vous mieux avoir un expert comptable quand même pour l'arrêté des comptes, ne serait-ce que pour la relation avec l'administration fiscale et puis parce qu'il y a un devoir de conseil. Voilà. Et puis, accessoirement, nous sommes assermentés. Donc, en fait, on vous couvre avec une assurance et une garantie que les comptes seront conformes et respectueux vis-à-vis de la loi. Donc, ça, c'est surtout pour ça que c'est avantageux. La société, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir optimiser, entre guillemets, la performance.
on va pouvoir arbitrer entre rémunération, dividende, entre prendre une rémunération ou ne pas en prendre, ce qui va vous permettre éventuellement la première année, les premières années en tout cas, de garder vos aides si vous en avez et de laisser l'entreprise se développer, mettre de la trésorerie de côté, se faire un peu de trésor de guerre qui va lui permettre d'investir et de rassurer en fait ses partenaires en grossissant. Voilà, ça c'est vraiment c'est une question de stratégie. Quelqu'un qui a vraiment un projet où il veut s'investir sur le long terme, qui veut développer quelque chose, une idée commerciale, marketing, et qui veut vraiment aller au bout de son idée, la société sera une évidence. Certes, elle coûtera peut-être un peu plus cher au démarrage, mais c'est celle qui va vous permettre de prendre des décisions et de faire des arbitrages. Voilà. Mais il y a des forces et des faiblesses de partout, donc il faut vraiment étudier la situation personnelle de chacun. Merci Laurent, c'était clair. Bien sûr, hein, il y a beaucoup d'informations, donc cette vidéo, elle sera retransmise, je vous le rassure, sur notre chaîne YouTube. Et puis maintenant, en fait, je vais laisser la parole à Olivier Arnaud-Blanchard qui vient de nous rejoindre. Olivier, es-tu parmi nous? Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être là. Alors, je suis dans un. J'ai eu un problème de réservation de salle, donc je suis dans un open space. Donc, il y aura peut-être un petit peu de bruit autour de moi. Si c'est le cas, veuillez m'excuser. Et voilà. Donc, Olivier, je vais t'introduire. Donc, tu es directeur de TIH Business. Olivier, on a contacté Olivier pour qu'il puisse vous éclairer si vous avez sur les questions plutôt relatives aussi au statut TIH et également au possible cumul. Vous êtes nombreux à vous poser la question du cumul des aides. Est-ce que c'est possible de cumuler des aides avec une création d'activité? Oui, Donc alors, rapidement, Olivier, est-ce que tu peux nous dire? alors, je vois, alors, j'ai déjà vu une question qui était posée sur le portage salarial. Donc rapidement, hein, donc TIH Business, notre mission, c'est de mettre en relation des travailleurs indépendants handicapés avec des entreprises qui veulent acheter responsable et ou optimiser souvent aussi leur contribution handicap. Et donc, dans ce cadre-là, on est souvent interrogé sur les subtilités du statut de TIH, hein, qui sont heureusement ou malheureusement un peu nombreuses. Donc, voilà, ça c'est juste en préambule. Autre petit préambule rapide, on écrit pas mal de choses sur le sujet sur notre blog. Donc, notre blog est sur tif-business.fr/blog. Et il y a notamment, j'ai vu qu'il y avait une question sur le portage salarial. On a plusieurs articles sur le portage salarial. Donc, je vais quand même amorcer ma réponse, mon intervention par une réponse sur le portage salarial, puisqu'il y a une question dans la zone questions et réponses sur le sujet. Alors, en fait, il y a plusieurs questions. Voilà, Michel Montet. Est-ce une bonne opportunité au démarrage d'être en portage salarial ou portage pour être indépendant? Alors, dans le portage salarial est parfois distingué du portage commercial parce qu'en fait, ça recoupe des réalités juridiques différentes. Le portage salarial, c'est souvent ce qu'on entend par portage tout court, hein, et c'est une relation, c'est ce qu'on appelle une relation tripartite entre un client final, un travailleur indépendant et une entreprise de portage salarial. Donc, il y a un contrat un peu tripartite à signer. Le grand avantage du portage salarial, c'est qu'il vous dispense de créer une structure juridique et qu'il vous fournit donc la société de portage salarial en fait va vous fournir des bulletins de salaire. Donc vous allez, admettons que vous ayez une entreprise qui souhaite faire appel à vos services pour une prestation, admettons, de 5 000 euros. Donc c'est l'entreprise de portage salarial qui facturera l'entreprise, enfin le client final de 5 000 euros, qui va retirer des frais de gestion qui sont généralement compris entre 0 et 20%, enfin entre 3 et 20%. Et ensuite, en fonction de vos souhaits, elle vous émettra des bulletins de salaire pour vous rétrocéder en fait ce qui a été facturé. Et évidemment, sur ces bulletins de salaire, elle va prélever toute la protection sociale comme n'importe quelle entreprise. Donc, si on devait reprendre les excellents exemples de Laurent, cités précédemment, on pourrait dire que le portage salarial est aussi une forme de travail indépendant qui, en termes de charges salariales, coûte assez cher.
de charges sociales coûte assez cher. Est-ce que vous m'entendez toujours bien? Parce que je vois des regards Oui, on Ouais, t'entend, vous m'entendez bien. Olivier. Ok, donc je continue. Voilà, donc le portage salarial, ça a pour avantage une certaine rapidité et simplicité, puisque vous n'avez pas besoin de créer votre structure juridique, pas besoin de tenir de comptabilité, pas besoin de faire de déclarations différenciées. L'inconvénient, c'est le coût, c'est que c'est sans doute une des formes d'intervention de travailleurs indépendants les plus chères. Et voilà, en synthèse, voilà ce qu'on peut en dire. Il y a plus de détails sur notre blog. Je ne vais pas trop prendre de temps sur le portage salarial parce que tout le monde, ça représente à peu près 1% des travailleurs indépendants en France, hein, le portage salarial. Donc voilà, Ouais. euh, Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu, on ouais, va passer aux questions-réponses à la fin, mais oui, est-ce que tu veux nous dire un petit peu voilà, ce que tu avais ouais. envie de Alors, dire sur ce webinaire? déjà, je veux vous dire que je trouve que alors moi je suis arrivé en cours de route, mais je trouve que les interventions et les conseils et les éclairages de Laurent sont très précieux et évidemment que je les partage. Donc ça, c'est la première chose qui est importante, hein. Et moi, je vous confirme en tant que jeune entrepreneur, parce que j'ai repris TIH Business il y a un petit peu plus d'un an, et le fait d'avoir un professionnel de la comptabilité à ses côtés quand on dirige une structure qui est en croissance, c'est extrêmement précieux. Donc, à toutes celles et tous ceux qui sont dans ce cas-là, je vous conseille de faire appel à des professionnels. Ça vous fait gagner du temps et de la sérénité. Ça vous coûte un peu d'argent, mais c'est un investissement qui vous permet de vous focaliser sur les vrais sujets, à savoir votre business, et pas sur les sujets administratifs, fiscaux et ainsi de suite, qui sont très intéressants et très importants, mais voilà, qu'il faut mieux laisser à des professionnels, de mon point de vue. Donc ça, c'était pour le clin d'œil à Laurent, et il est sincère. Ensuite, sur les... Alors, on a deux sujets. Il y a deux sujets qu'on voulait évoquer. Le premier, qui est sur le statut de travailleur indépendant handicapé, parce qu'évidemment, à certains égards, il paraît simple. À d'autres égards, il peut être un peu plus complexe. Donc, pour avoir le statut de travailleur indépendant handicapé, il faut être indépendant et avoir une reconnaissance administrative du handicap. Et ça, vous allez voir que ce n'est pas si banal. Être travailleur indépendant, la loi ne prévoit pas de définition extrêmement précise de cette notion. Alors, il y a quand même des réponses simples, hein. Quand vous êtes auto-entrepreneur, de fait, vous êtes travailleur indépendant, sous réserve que vous ayez une certaine diversité de clients, que vous ayez une certaine autonomie dans votre travail pour vous assurer que votre relation contractuelle avec un client ne soit pas requalifiée en salariat, par exemple. Mais si vous êtes auto-entrepreneur, globalement, vous êtes travailleur indépendant. Ensuite, quand vous optez pour des statuts juridiques de type entreprise individuelle, EURL et ainsi de suite, vous êtes travailleur indépendant de manière quasi certaine également, puisqu'en plus les requalifications de contrat de travail sont un peu plus rares, voire beaucoup plus rares. Donc ça, c'est un autre cas dans lequel vous êtes facilement reconnu comme travailleur indépendant. Depuis le 1er janvier 2020, le portage salarial est reconnu comme statut éligible pour être travailleur indépendant handicapé et donc faire bénéficier à vos clients d'une incitation financière. Et donc pour en comprendre, pour en savoir plus sur cette incitation, je vous invite à aller voir les modules de e-learning que T-Business a produit avec la GFIP, HUP et la Fondation Malakoff Humanis, hein, qui sont accessibles gratuitement sur ih-learning.fr. Donc voilà, donc ça c'est un autre type de statut pour lequel les choses sont assez claires. Ensuite, je voulais profiter de ce court séminaire juste pour attirer votre attention sur le fait que certains autres statuts sont soit non éligibles ou tellement ambigus que pour l'instant je serai très prudent et je ne vous inciterai pas à vous déclarer travailleur indépendant handicapé. Si vous êtes par exemple dirigeant associatif, a priori, vous ne pouvez pas, à notre connaissance, être reconnu TIH si vous êtes dirigeant associatif. Si vous êtes en couveuse,
pour l'instant, le statut est plutôt fermé aux couveuses. Si vous êtes en CAE, donc coopérative d'activité et d'emploi, donc vous voyez, il y a plusieurs statuts qui excluent, enfin, il y a plusieurs types de formes juridiques qui excluent ce type qui excluent le statut TIH. De la même manière, par exemple, d'autres statuts de style ça m'échappe à l'instant, mais c'est pas grave, ça va me revenir. Bon, je reprendrai. Voilà, donc le statut de TIH est assez particulier. Ensuite, pour ce qui est de la reconnaissance administrative du handicap, là, il y a un petit peu moins de complexité, puisque, pour faire court, si vous avez par exemple une RQTH, une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, ce qui représente 70 à 80% des reconnaissances administratives en France, là, vous êtes, disons que ça vous rend éligible à ce statut. Mais il n'y a pas que la RQTH. Par exemple, une carte d'invalidité vous donne de fait le statut de travailleur handicapé. Et puis, il y a quelques autres types de reconnaissance qui sont éligibles. Et pour ça, je vous inviterai à aller voir sur le blog de T-Business où on recense les articles de loi et des extraits issus de servicepublic.fr, de la GFIP, enfin, où on recense en fait les sources fiables pour s'y repérer là-dedans. Voilà, pour le statut de travailleur indépendant, je pense que j'ai couvert l'essentiel de ce que je voulais couvrir. Il y a juste une dernière chose sur les différents statuts. Alors, quand vous êtes actionnaire dans une structure où il y a plusieurs associés, là, on rentre dans des niveaux de complexité un peu supérieurs où il y a des accords entre certains juristes, des experts à la GFIP, des experts au ministère de l'Emploi. Donc, c'est un sujet sur lequel on est en train de travailler et sur lequel, pour l'instant, il ne semble pas y avoir de consensus. En tout cas, il n'y a pas de consensus qui soit rendu public par des acteurs publics de référence. Donc, si vous êtes associé à plusieurs dans une structure, je vous invite à de la prudence. Voilà, donc pour le statut TIH. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je vois qu'il y a des commentaires avec des liens, donc ça, c'est très bien, mais je ne veux pas faire... N'hésitez pas à poser vos questions. Alors, on a une question Damien qui est Nonard. Damien Nonard. En SASU, comment est calculé le montant de la prévoyance en cas de maladie ALD qui s'aggrave? Dans mon cas, je suis actuellement au chômage. Je viens de déclarer la sclérose en plaques. Je vais créer ma SASU. Comment cela se passe-t-il si ma maladie s'aggrave un an après, par exemple? Alors, pour aller droit au but, je n'ai pas la réponse. Le seul élément de réponse que l'on a un petit peu, c'est sur quelque chose qu'on a publié sur comment choisir sa mutuelle quand on est TIH. Il y a un article dans notre blog sur le sujet où on est allé piocher des informations chez l'UFC Que Choisir, qui est un organisme indépendant de conseil aux consommateurs et qui est totalement indépendant et qui a une grande réputation de fiabilité et d'indépendance. Ça ne répondra pas directement à votre question, mais pour celles et ceux qui se posent la question, je vous recommande d'aller regarder. Notre article, en plus, a été validé par l'UFC Que Choisir, donc c'est une synthèse de leur article à eux, mais voilà, ça a été validé. On n'a pas pu rentrer plus en détail que ce que l'on a fait, c'est assez synthétique, vous verrez, parce que les contenus sont payants. Donc, ils nous ont autorisé à publier un premier niveau de détail, mais on n'a pas voulu aller trop loin parce que ça aurait été de la propriété intellectuelle dévoilée. Donc voilà. Donc là, on est sur un cas assez technique. Des cas comme le vôtre, Damien, il y en a un certain nombre. Pour l'instant, moi, je ne suis pas en mesure de vous donner une réponse. Ce qui est certain, c'est que votre organisme de protection sociale sera sans doute plus compétent que moi pour répondre. Je vois Laurent Huzel qui acquiesce, donc je pense que lui aussi se dit que c'est pas simple. Voilà, donc j'ai pas la réponse, je suis navré. En revanche, je peux vous donner quelques éléments sur les compatibilités entre les différents types de statuts juridiques en tant que TIH et l'éligibilité à certaines aides pour que vous ayez des points de repère. Parce que là encore, on a beaucoup de travailleurs indépendants handicapés qui viennent nous voir en nous demandant moi, attention, j'ai tel montant d'AH, en plus j'ai une RLH de tel montant, quel statut est-ce que je dois choisir?
En plus, j'ai l'intention de demander de recourir à l'aide à la création de la GFIP. Enfin voilà, donc il y a tout un tas d'aides et c'est un peu dommage effectivement de faire un choix hâtif sans avoir pris le temps de bien s'assurer que tout ça, enfin que les différentes aides sont compatibles avec tel ou tel statut. Donc là-dessus, pour vous donner quelques points de repère, il y a évidemment… Rapidement, hein, Olivier, parce qu'on va bien… On se donne 3 minutes. Okay, ça marche. 3 minutes. Donc, les questions les plus fréquentes, ce sont les questions de cumul d'AAH avec les différents statuts, notamment comme auto-entrepreneur ou les statuts classiques, type SARL, SA, SAS ou le portage salarial. Donc, la réponse rapide, c'est que vous pouvez cumuler l'AAH sous condition. Et pour ça, je vous renverrai encore une fois sur notre blog où il y aura plus de détails. Ensuite, il y a des types de cumuls qui sont un peu plus compliqués à établir. Alors, les cumuls d'aide au logement, par exemple, qui sont le deuxième type d'aide auquel les TIH ont le plus recours. On a encore une fois une possibilité de cumuler des aides au logement avec des différents statuts de TIH, mais encore une fois sous conditions. Et il y a notamment des conditions de ressources qui peuvent rentrer en compte. Donc, si vous avez des revenus très élevés, ou élevés, évidemment, votre aide au logement va disparaître ou baisser. Et puis comme ça, on analyse également le cumul avec le RSA, où encore une fois, c'est oui sous condition. Donc là, il faudra que vous alliez voir un petit peu en détail. Je vais faire très vite pour conclure, parce que j'entends que le temps court. Ensuite, vous avez alors des aides spécifiques de création d'activités. Donc là, encore une fois, comme par exemple l'aide de la GFIP ou d'autres aides. Et pour ça, je vous inviterai encore une fois à aller voir nos sections blog plus en détail et à nous poser des questions s'il y a des éléments qui ne sont toujours pas clairs. Et puis voilà, j'entends que le temps court, donc je vais rendre la parole et répondre aux questions que vous pouvez éventuellement avoir. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vois qu'on n'a pas d'autres questions. On n'avait que 2 questions finalement. Tout ça pour vous dire que si vous avez des questions d'ordre précis sur votre cas, ce qui concerne les statuts, n'hésitez pas à poser la question à Laurent Uzel directement. Tu es d'accord, Laurent, pour un petit avis consultatif et des conseils, des bons conseils? Pas de souci, avec plaisir. Donc, je rappelle, on a rappelé l'adresse de Laurent dans le chat, c'est laurent-uzel@hotmail.fr. Pour des questions relatives au cumul des aides, vous pouvez vous référer au blog, premièrement au blog de TIH Business. On vous a transmis dans le chat plusieurs liens qui pourraient vous intéresser sur bien choisir sa mutuelle, quels sont les statuts, la relation avec les statuts, voilà, quel est le cumul des aides avec de l'AH avec l'activité. Mais d'une manière globale, il faudra bien sûr s'adresser à si ça concerne des cas pour vos cas particuliers, bien s'adresser à un expert comptable. Et voilà, vraiment poser vos questions à un expert comptable qualifié. Et pour ce qui est plutôt sur voilà, la prévoyance, peut-être contacter votre mutuelle, bien choisir votre mutuelle, et vous pouvez aussi poser les questions directement à la MDPH ou à la GFIP, qui sera aussi compétente pour répondre à vos aides handicap. On arrive bientôt à la fin du webinaire. Nous allons transmettre bien sûr le compte rendu de tout ce qu'on vient de se dire, et le webinaire sera également, vous pourrez le visualiser à nouveau, il est enregistré, vous pourrez le retrouver sur notre page YouTube de HF Entrepreneur.
Voilà, donc le petit mot de la fin, Laurent. Est-ce que petit mot de la fin de Laurent et d'Olivier pour clore ce webinaire? Alors, je vais peut-être commencer. Donc, je rejoins ce que vous avez dit, effectivement. Mot de la fin, quand vous parlez de la mutuelle, de la prévoyance, effectivement, il faut contacter son assureur. C'est ce qu'on appelle des contrats Madelin. Et ça, c'est des contrats qui sont des charges déductibles du résultat. Donc, ça se fait très souvent. Donc, effectivement, c'est du cas par cas. Et c'est votre assureur qui vous conseillera pour ça. Donc, c'est très important. Et puis, mot de la fin, bah, écoutez, il faut étudier chaque cas avec bienveillance et précision, voir votre situation personnelle et en fonction des avantages et des inconvénients de chaque forme juridique, faire le meilleur choix. Et le reste, comme a dit Olivier, le plus important, c'est le business. À vous de jouer. Merci Laurent, Olivier. Est-ce que tu veux nous dire un dernier petit mot? Oui, ben, moi je rejoins Laurent. Je pense qu'il faut savoir prendre le temps de s'informer, ne pas. Et pour autant, on a beaucoup d'entrepreneurs qui nous contactent et qui finissent par être assez angoissés par ce type de choix. Je dirais qu'il y a quand même par exemple des choix de forme juridique qui peuvent être relativement peu risqués, comme par exemple le statut d'auto-entrepreneur qui est relativement peu risqué, relativement simple. Donc, voilà, une fois qu'on a lu des choses et qu'on a pris quelques conseils éclairés, il faut aussi savoir se lancer et assumer les risques parce que l'entrepreneuriat, le travail indépendant, c'est aussi savoir prendre des risques. Et comme on disait avec Laurent, le plus important, c'est le business. Donc, si le business va, quel que soit votre statut juridique, ça fonctionnera. Ou presque. Mais voilà, c'est un peu le message. Il faut voir le verre à Informez-vous, mais moitié n'ayez pas plein. peur. N'ayez pas peur. Toujours. Et rester positif. Exactement. Merci à vous deux. Merci Béatrice pour les réponses à vos questions. Et merci à tous pour votre attention. Voilà, nous vous transmettrons le lien vers le compte rendu de ce webinaire et vers la vidéo, donc pour revisualiser, si vous le souhaitez, les informations qui viennent d'être dites. Merci à tous et nous vous souhaitons une très bonne journée. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.